Bonjour à tous, je m'appelle Marie Lebrun, je suis en troisième semestre d'anesthésie et réanimation, ici en réanimation au Kremlin-Bicêtre, et aujourd'hui je vous propose un stage junior sur la neuropronostication après un traumatisme crânien. Donc pour débuter, je vous propose quelques données d'épidémiologie du traumatisme crânien. C'est 1550 155 000 cas par an en France, avec une incidence qui est plutôt à la baisse, notamment des TC graves qui sont caractérisés par un Glasgow initial inférieur à 8. Et un taux de mortalité qui est non négligeable, puisque c'est environ 8000 décès par an, et surtout un pronostic qui est extrêmement variable en termes d'évolution fonctionnelle, de pronostic avec de nombreuses présentations initiales et de nombreuses lésions possibles. La neuropronostication après un traumatisme face à ce pronostic variable est quand même très intéressant, et c'est un sujet qui est extrêmement vaste avec beaucoup de marqueurs, beaucoup d'examens qui sont étudiés et qui l'ont été. Un vrai challenge au vu du pronostic et des lésions extrêmement variables, et aussi des autres lésions que cérébrales, par exemple le challenge du polytraumatisme qui complique la prise en charge et le pronostic de nos patients. Et enfin, c'est un enjeu éthique, puisque beaucoup de patients décèdent à la suite d'un arrêt thérapeutique dans un contexte post-traumatique. Et donc, il est très important que la neuropronostication soit faite de la manière la plus précise possible afin de faciliter nos décisions et de les encadrer. Je vous propose de commencer avec plusieurs cas cliniques de patients traumatisés crâniens pour voir les différentes présentations qu'on peut retrouver. Monsieur A, c'était un patient de 32 ans, traumatisé grave, avec un traumatisme crânien notamment, grave aussi, puisqu'il était Glasgow 3 à la prise en charge initiale, avec sans anomalie pupillaire, et au scanner des pétrichis hémorragiques diffus, et un hématome sous-dural discret à droite. Ensuite, Monsieur B, un patient de 40 ans, lui, il avait un traumatisme initialement léger, Glasgow 14, avec une crise convulsive initiale, lui, au scanner des lésions hémorragiques frontales importantes. Et enfin, Monsieur D, un patient de 63 ans, un TC isolé également, avec Glasgow 12 à la prise en charge initiale, et également des hématomes intraparenchymateux frontaux et pariétaux. Alors, trois patients, ils ont trois lésions assez différentes, trois types de lésions également différentes, et finalement on aimerait bien savoir comment on peut aider à pronostiquer leur évolution, que ce soit vitale ou neurologique. Et c'est un peu ce qu'on va voir tout de suite. Alors où est-ce qu'on en est de la neuropronostication dans le contexte traumatique? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et de recommandations sur la neuropronostication après un arrêt cardiaque, par exemple, mais moins sur le traumatisme crânien. Il n'y a d'ailleurs pas de recommandations à ce jour. Il y a des outils qui ont été utilisés, comme le scanner ou bien le Glasgow initial, avec des outils, des calculateurs de pronostic qui sont validés, mais c'est surtout vrai pour la prise en charge initiale, la prise en charge précoce, les 2 premières semaines globalement. Et en fait, on a peu donné si le patient est inconscient ou alors non évaluable sur le plan neurologique, 7 jours après le traumatisme. On ne sait pas très bien quels outils on pourrait utiliser pour évaluer son pronostic. C'est la question que je me suis posée. Et pour préparer ce stage, je me suis beaucoup aidée de cette revue de la littérature qui date de 2024, qui était publiée dans le JAMA à propos des examens utilisables dans la neuropronostication après une agression cérébrale aiguë, et notamment après un traumatisme crânien. Cette étude, elle nous propose des étapes de la neuropronostication qui sont les suivantes. La première, c'est de déterminer l'état de conscience du patient, on va y revenir. La deuxième, c'est de collecter des données à partir d'examens et de marqueurs pour anticiper une trajectoire d'évolution neurologique du patient. La troisième, c'est de déterminer avec le patient, mais surtout avec ses proches, ses volontés quant à son état de handicap neurologique acceptable. Et enfin, avec toutes ces données, d'avancer dans la poursuite des thérapeutiques ou dans une limitation des thérapeutiques. Si on commence par la première étape, c'est de déterminer l'état de conscience du patient. Il y a plusieurs échelles qui existent. Dans le service, on utilise surtout la Coma Recovery Scale Revised, qui est une échelle qu'on utilise donc, régulièrement pour évaluer cet état de conscience, notamment grâce à nos neuropsychologues.
Le premier état, c'est l'état de coma, où les patients sont non éveillés, sans ouverture des yeux. Puis il y a l'état d'éveil non répondant, et ensuite une amélioration progressive de la conscience, avec l'état de conscience minimale et une sortie de l'état de conscience modifié. Alors ça, c'est une échelle qu'on utilise cliniquement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui cliniquement étaient en état d'éveil non répondant ou en état de conscience minimalement, mais qui pouvaient présenter, lors d'imagerie fonctionnelle ou d'examen fonctionnel, une modulation de l'activité cérébrale à l'IRM. Et ça a été notamment identifié en 2006 avec cette étude-là, qui, chez une patiente qui était en état de conscience minimalement après un traumatisme crânien, ils ont observé lors d'une IRM fonctionnelle qu'elle avait une modulation de l'activité cérébrale lorsqu'on lui demandait notamment de jouer du tennis, enfin d'imaginer qu'elle jouait du tennis. Elle avait une modulation de l'activité cérébrale qui était comparable à un patient contrôle combat. Et donc cet état, il s'appelle l'état de dissociation cognitivo-motrice, et c'est cette modulation de l'activité chez un patient avec un état de conscience modifié. Et on va voir plus tard le rôle qu'il peut avoir dans la pronostication des patients. Si on avance vers la deuxième étape, celle de collecter des données, eh bien on va s'intéresser à l'évolution des patients. Et je vous présente cette échelle qui est la Glasgow Outcome Scale, le GOSE, qui est très utilisée dans les études dont je vais parler après, pour évaluer l'évolution fonctionnelle des patients. Ça va de 1 à 5, et donc du décès à une bonne récupération. L'article dont je vous parlais au début nous présente ce graphique avec beaucoup d'examens possibles utilisés dans la neuropronostication après une agression cérébrale aiguë, et qui se différencient entre les examens structurels en bleu et les examens plus fonctionnels en orange. Et on va s'intéresser à ceux qui sont le plus pertinents dans le traumatisme crânien. Vous voyez, il y a beaucoup de marqueurs et beaucoup d'examens qui sont possibles, mais ce que je veux juste préciser, c'est que ce qu'on veut obtenir pour neuropronostiquer un patient, c'est un marqueur avec une forte spécificité afin d'éviter des faux positifs, donc d'éviter les patients qui vont être à tort, à qui on va prédire à tort un mauvais pronostic et qui pourra évoluer favorablement chez des patients qui pourraient bien évoluer. On recherche une spécificité élevée avec un taux de faux positif à 0%. On peut commencer par des outils fonctionnels qu'on utilise très régulièrement, l'examen neurologique qu'on fait tous les jours chez nos patients, et puis aussi l'analyse de l'état de conscience dont je vous parlais au début, grâce aux neuropsychologues notamment qui le font très régulièrement, parce qu'un état de conscience minimal plus a un meilleur pronostic qu'un état d'éveil non répondant. Il y a également la pupillométrie quantitative qui est en cours d'étude, avec des études qui ont déjà été faites, qui ont des résultats un peu discordants parfois, et une thèse qui sera faite dans le service. Je peux vous parler déjà de cette étude. C'est une étude européenne en 2021 qui regardait la corrélation entre une évolution neurologique et la réactivité pupillaire à la prise en charge initiale. Et on avait une corrélation qui était significative entre une évolution neurologique peu favorable, c'est les patients en bleu, et une réactivité pupillaire seulement à la prise en charge initiale qui était significativement moins importante. C'est clairement un sujet qui nécessite plus d'études, parce que notamment ici, il y avait seulement l'étude de la réactivité pupillaire à la prise en charge initiale et pas tout le monde. L'examen qu'on n'utilise pas très régulièrement, qu'on utilise pour pronostic fonctionnel, il y a l'IRM fonctionnel. C'est une IRM qui peut être utilisée sous 3 formes, une forme basée sur des tâches, sur des stimuli ou en état de repos. Et ça se base sur le principe qui, lui, se base sur le couplage neurovasculaire. En fait, ce qui se passe quand une zone du cerveau est activée et qu'une zone neuronale est utilisée, eh bien, il va avoir besoin d'oxygène pour que le métabolisme du glucose puisse se faire sous forme aérobie. Il va y avoir un apport en oxygène et il va y avoir une utilisation de cet oxygène. L'apport en oxygène il va être plus important que l'utilisation. Il va y avoir un rapport entre l'oxyhémoglobine et la déoxyhémoglobine qui va se modifier. Et ça a un effet paramagnétique qui va être vu à l'IRM. Comment ça se passe en pratique? En pratique, la première étape, c'est l'étape REST. Le patient est au repos et on fait une imagerie pour regarder quelles zones du cerveau sont activées.
La deuxième, c'est l'étape moteur, où on va demander aux patients d'utiliser un de ses membres ou d'imaginer d'utiliser un de ses membres. Et ensuite, avec des systèmes informatiques, on va combiner ces deux images et on extraire l'activation du cerveau qui se détecte lors de la phase motrice. Et lorsque notre patient est en état d'éveil, en état de conscience modifié, c'est ça qu'on appelle l'état de dissociation cognitivo-motrice dont je vous parlais au début. Alors, quel est le rôle de pronostic de cet état de dissociation qu'on voit à l'IRM fonctionnel? Eh bien, c'est une étude chinoise de 2015 qui s'y est intéressée, avec le suivi de plusieurs patients en état de conscience modifiée, notamment des patients en état d'éveil non répondant. Et ils ont comparé le volume d'activation cérébrale lors d'une IRM fonctionnelle à l'appel du nom à une voix connu du patient, chez des patients en état d'éveil non répondant et chez des patients sains. Et ils ont comparé ça à l'évolution de l'état de conscience à 1 an. On obtenait ces images. À droite, c'est des patients en état d'éveil non répondant, donc on voit qu'il y a une modulation de l'activité cérébrale qui n'est pas toujours présente et qui n'est pas toujours bilatérale. Et à gauche, c'est des patients sains. Et ce qu'on retrouvait dans cette étude, c'est que le volume activé à l'IRM il est corrélé significativement au pronostic neurologique à 1 an, notamment lorsque c'était d'une cause traumatique. Donc, globalement, ça veut dire que les patients en état d'éveil non répondant qui présentaient un état de dissociation cognitive et motrice est plus à même d'évoluer vers un état de conscience, minimale ou une sortie d'état de conscience minimale à 1 an. C'est un examen qui avait plutôt une bonne spécificité, notamment lorsque c'était une cause traumatique, c'était environ 92% de spécificité et 67% de sensibilité. Donc, il trouvait que lorsque le volume était supérieur à 5 cm3 ou 3 cm3, si c'était une cause après un TC, c'est à partir de là qu'on pouvait corréler cette activation bilatérale et la récupération d'un meilleur état de conscience à un moment. Si on s'intéresse plutôt à des outils qui étudient la structure cérébrale, eh bien c'est les examens d'imagerie qu'on réalise chez nos patients, notamment le scanner, mais aussi l'IRM. L'IRM, c'est le principal examen qu'on utilise dans la neuropronostication chez les patients traumatisés ici. Et ça permet le diagnostic de lésions axonales diffuses qui résultent de forces de cisaillement, notamment c'est des forces d'une décélération. Et ça traduit d'une atteinte des axones qui se situent entre la jonction, à niveau de la jonction entre la substance blanche et la substance grise. Ça se traduit par des lésions punctiformes à l'IRM, des lésions en hypothédeux ou en hyperclair, avec une classification qui date de 1994, qui va de 1 à 3 et qui se fait en fonction de la localisation des lésions au niveau de l'imagerie. Quel est le pronostic de ces lésions axonales diffuses? Il y a une méta-analyse qui a essayé de répondre à la question en 2018 en comparant des études qui comparaient l'évolution neurologique des patients qui présentaient des lésions axonales diffuses et d'autres qui n'en présentaient pas. C'était 32 articles. Et ce qu'on retient de cette méta-analyse, c'est que premièrement, il y a une évolution défavorable qui est plus fréquente lorsque les patients présentent des lésions axonales diffuses. C'était 52% des patients qui en présentaient. Et que lorsqu'ils regardaient en fonction du grade des lésions, eh bien, l'évolution était d'autant plus défavorable que le grade des lésions était élevé. Ça, c'est un petit peu à nuancer parce que dans cette étude, c'était assez peu clair le terme de l'évolution neurologique. On ne savait pas si c'était 3 mois, si c'était 6 mois, si c'était 1 an ou plus, puisque les études étaient très hétérogènes sur ce critère. Et puis, par ailleurs, on ne savait pas si c'était une évolution qui était fonctionnelle ou bien vitale, on ne savait, c'était pas très précis. Et puis, il y a des nouvelles études qui sont sorties plus récemment qui nuancent un peu aussi ce propos. La première, elle prouvait qu'en fait, en effet, la présence de lésions axonales diffuses une évolution fonctionnelle qui était moins bonne à 3 mois. La deuxième ne retrouvait pas de corrélation avec la présence de lésions axonales diffuses sur le pronostic fonctionnel à plus long terme, donc à 3 ans. Donc c'est encore un examen qui mérite plus de données, notamment au niveau de la spécificité de ces données d'imagerie. On peut parler d'une autre type d'IRM et d'imagerie qui est plus émergent, qui est l'IRM de diffusion, qui se base, elle, sur les propriétés de la diffusion des molécules d'eau au niveau cérébral. En fait, ces molécules d'eau, elles ne vont pas se diffuser de la même façon si elles se trouvent dans la substance grise ou dans le LCR, où elles vont pouvoir se déplacer librement,
Ou alors, dans la substance blanche est organisée en fibres parallèles, et donc ça limite les mouvements des molécules d'eau. Et donc, ça, on peut le mesurer grâce à deux critères. L'anisotropie fractionnelle, qui est comprise entre 0 si on se trouve dans un milieu isotrope, donc le milieu de la substance grise par exemple, ou 1 si on se situe dans un milieu anisotrope, qui est la substance blanche. Il y a aussi la moyenne de diffusion. Lorsque la substance blanche elle est lésée, notamment lors d'un traumatique, eh bien on va avoir une baisse de l'anisotropie fractionnelle, et c'est ce qu'on regarde dans ce contexte. Ça nous donne les images qui sont les suivantes. Tout à gauche, on a une image standard d'IRM qui va être analysée grâce à des systèmes informatiques qui vont extraire les données au niveau du mouvement des molécules d'eau. Ça va nous donner les images qu'on a ensuite. Et donc, ces images de fibres qui sont des images construites. Et on peut aussi détecter des défects au niveau des substances qu'on étudie, notamment au niveau de la substance blanche, avec des défects qu'on voit en rouge. Et en fait, les auteurs ont regardé si ces défects et donc cette atteinte de la substance blanche pouvaient avoir un impact sur le pronostic des patients traumatisés. Et en effet, une intégrité de la substance blanche pourrait suggérer un meilleur pronostic neurologique à un an. C'est notamment ce qui a été vu dans cette étude qui date de 2015. Mais c'est encore une fois un type d'imagerie sur lequel on avait assez peu de données sur à quel point c'était spécifique et à quel point on pouvait l'utiliser en pratique pour neuropronostiquer nos patients. Et c'est pourquoi il y a eu une étude française qui a été faite à la Pitié en 2021 qui proposait un score qui se basait sur les données de l'IRM de diffusion, donc les deux données dont je vous ai parlé, qui pourraient permettre de prédire le pronostic neurologique à un an. C'était environ 300 patients qui ne reprenaient pas conscience 7 jours après un traumatisme crânien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évalué un score de prédiction, le C-score, qui se basait à la fois sur l'anisotropie fractionnelle et la moyenne de diffusion, et ainsi que sur l'âge du patient lors du traumatisme. Et ils déterminaient des seuils optimaux pour ce score pour assurer une forte spécificité. Donc ils ont déterminé un seuil bas, en dessous duquel, en rouge, tout à gauche, vous avez des colonnes rouges, et donc ça, c'est les patients qui ont une prédiction de pronostic défavorable. Puis à droite, les colonnes vertes, c'est au-dessus du seuil haut, et c'est des patients qui ont une prédiction de pronostic favorable. Au milieu, en bleu, c'est plutôt la zone grise, et en haut, ce qu'on peut voir, c'est les plus verts, et qui sont en fait les patients qui ont évolué favorablement effectivement à un moment, et en rouge, c'est des patients qui ont évolué effectivement défavorablement à un moment. Ce qu'on peut voir, c'est que grâce à ce score et à ces seuils qui ont été faits de manière la plus spécifique possible, et bien, on a une bonne corrélation entre les patients qui évoluent favorablement et les patients prédits initialement comme favorables. Les autres images que nous propose cette étude, c'est celle-ci. En A, tout en haut, c'est des patients qui sont suivis donc, de 1 à 5 ans avec initialement un pronostic favorable prédit, et des patients qui évoluent plutôt favorablement effectivement entre un GOS 4 et un GOS 8. Ensuite, en B, c'est un peu plus diffus, puisque c'est des patients qui étaient initialement en zone grise, qui évoluent très variable. Et on sait, c'est des patients qui étaient prédits avec un pronostic défavorable, qui évoluent en effet entre un GOS 1 et un GOS 3, donc en effet défavorablement. La principale limite de cette étude, c'est qu'il y avait énormément de patients qui avaient un arrêt de thérapeutique active qui ne permettait pas de suivre l'évolution neurologique de ces patients et qui sont représentés avec des HE. Si on reste sur l'hypothèse que l'intégrité de la substance blanche pourrait avoir un intérêt pronostic, on peut étudier le neurofilament léger. C'est un biomarqueur qui participe à la structure des axones de la substance blanche. Et c'est ce qu'a fait une étude suédoise en 2016 qui a regardé ce taux de neurofilament léger chez les patients traumatisés crâniens. Déjà, il y avait une différence significative avec les patients sains. Et ils ont corrélé ce taux initial après un traumatisme à l'évolution neurologique du patient. Ce qu'on retrouvait, c'est un résultat significatif avec des patients qui évoluaient plus défavorablement lorsqu'ils avaient un taux de neurofilament léger élevé à la prise en charge initiale. Ils avaient également étudié la protéine S100B, mais ils ne retrouvaient pas de résultats significatifs. La problématique de ces biomarqueurs, c'est qu'ils sont très intéressants et
très innovants, mais que la spécificité est trop pauvre pour les utiliser en pratique pour la neuroprognostication des patients. Alors, quel outil faut-il privilégier chez nos patients? Que faut-il faire de plus dans notre pratique? Est-ce qu'il faut en utiliser plusieurs? Ou est-ce que le fait d'en utiliser plusieurs ne pourrait pas brouiller un peu la neuroprognostication qu'on pourrait faire? Est-ce que la multiplication des données pourrait-elle pas permettre d'obtenir un meilleur pronostic, un pronostic plus précis? C'était l'hypothèse d'une étude française qui a été publiée dans Nature en 2024, une étude de la Pitié aussi, qui évaluait une évaluation multimodale de la neuropronostication chez des patients qui présentaient une agression cérébrale aiguë avec un trouble de conscience persistant. L'idée, c'était donc ils ont inclus des patients, environ 300 patients après une agression cérébrale aiguë. Ils réalisaient plusieurs examens, notamment des imageries standards, des examens neurologiques poussés, des évaluations d'état de conscience, et puis aussi des IRM de diffusion, des IRM fonctionnels, etc. Et ensuite, ils se réunissaient de manière pluridisciplinaire afin de déterminer en fonction des résultats de ces examens si le patient avait plutôt un pronostic favorable, ou bien défavorable, ou bien en zone grise. Et ensuite, ils suivaient le patient sur un an afin de voir comment il évoluait sur le plan fonctionnel. Ce qu'on retient de cette étude, c'est qu'en effet, ils retrouvaient une corrélation qui était significative entre un pronostic initialement favorable et une bonne évolution à un an. Et c'était également vrai pour le pronostic défavorable. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que plus le nombre de modalités de neuropronostication est important, c'est ce qui est montré en abscisse sur ces graphiques, meilleure est la précision de celle-ci. C'est ce qui est représenté en vert. On voit qu'elle augmente avec le nombre de modalités et que les pronostics incertains, c'est ce qui est représenté en orange, à l'inverse, diminue avec le nombre de modalités utilisées. Si on revient à nos cas cliniques initiaux, on va regarder un peu ce qu'on avait fait et comment ont évolué les patients. Donc, monsieur A, c'était ce décès grave qui a finalement plutôt bien évolué cliniquement. Un patient qui présentait à l'IRM, qu'on lui avait réalisé des lésions axonales diffuses, surtout au niveau du corps crânien, à ce niveau-là, et des lobes également. Un patient qui est sorti d'état de conscience modifié lors de sa sortie de réanimation en mois de prise en charge. Monsieur B, 40 ans d'ailleurs, il avait évolué plutôt défavorablement puisqu'il a présenté une HTIC sévère, réfractaire au traitement médical et chirurgical, avec un patient qui persistait dans un état d'éveil non répondant, qui avait pour conséquence une limitation des thérapeutiques actives chez ce patient, avec le décès du patient à 2 mois de prise en charge de réanimation. Et à l'IRM, on voyait surtout ces hématomes qui avaient grossi et un œdème diffus chez ce patient. Et enfin, monsieur D, 63 ans, lui, il avait évolué plutôt favorablement. Un patient est finalement sorti de réanimation avec des troubles principalement cognitifs et pratiques, avec à l'IRM toujours ces hématomes et une atrophie corticale. Finalement, quand on voit ces 3 patients, ce qui est intéressant, c'est que monsieur B avait peut-être pas la présentation clinique initiale la plus inquiétante, et c'est finalement le patient qui a le plus mal, le moins bien évolué, et qui avait à l'IRM plutôt des lésions d'œdème dues à l'HTIC. Et peut-être que ça aurait été intéressant de chez lui une diffusion afin d'avoir des données sur l'atteinte de sa substance blanche qui semble atteinte sur cet IRM qui n'est pas le meilleur examen pour ça. Et enfin, monsieur A avait plutôt une présentation clinique très grave initialement et a plutôt bien évolué finalement, bien qu'il n'ait pas été évalué sur le plan neurologique pendant plusieurs semaines. Finalement, la neuroprognostication, ça reste un enjeu très complexe, avec des présentations variables, beaucoup d'examens qui sont étudiés. Il y a des nouvelles avancées qui sont très intéressantes, notamment l'IRM fonctionnel et l'IRM de diffusion, qui nous apportent des nouvelles données sur la neurophysiologie de nos patients traumatisés crâniens. Et des nombreux défis persistent, notamment la mise en œuvre pratique de ces outils et leur intégration dans la prise en charge au quotidien de nos patients.